Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder dans cette présentation les points clés essentiels pour la mise en œuvre des formations à distance. Tout d'abord, reprenons les définitions. Donc, la loi du 5 septembre, pour rappel, nous indique qu'une action de formation, c'est donc un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Dans ce cadre, la formation à distance est une modalité pédagogique. Donc cette modalité pédagogique de formation à distance n'est pas quelque chose qui a toujours été très fluide au niveau de la réglementation. Il a fallu attendre 2001 pour avoir une première circulaire qui précise un petit peu le cadre et qui a notamment vu l'apparition du protocole individuel de formation. Ce n'est qu'à partir de 2014, suite à la loi du 5 mars, qu'un décret, au mois d'août, est venu préciser les conditions d'application et de mise en œuvre de la formation à distance. Cependant, depuis la loi du 5 septembre 2018 et depuis un nouveau décret en date du 1er janvier 2019, tous les textes précédents ont été abrogés et nous allons voir aujourd'hui quelles sont clairement les modalités de mise en œuvre, sachant que celles-ci ont été allégées par rapport au texte de 2014. La formation à distance est reconnue par la loi et elle indique qu'effectivement, on peut se former sans être en face à face directement ou sous le contrôle d'un formateur. Le décret de janvier 2019 vient préciser également que tous les dispositifs de formation professionnelle sont accessibles en formation à distance. Apprentissage, CPF, plan de formation, etc., etc. Toutes les modalités, tous les dispositifs d'accès et de financement sont accessibles en formation à distance. Donc la réglementation définit 3 conditions cumulatives, c'est-à-dire que ces 3 conditions sont incontournables pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge des temps de formation à distance dans un parcours de formation d'un stagiaire du GRETA. Ces 3 conditions sont l'information du bénéficiaire, donc on va voir que là aussi c'est très allégé puisque finalement simplement la convention de formation peut suffire à donner les éléments d'information nécessaires aux bénéficiaires. Une assistance technique et pédagogique, donc là aussi on est venu alléger le décret de 2014 qui lui prévoyait parler de notion d'accompagnement. Là, on parle de notion d'assistance. Alors la différence, c'est quoi? C'est que cette assistance, elle n'est pas obligatoire. Si je reprends donc un exemple qui avait été donné par Sabrina Dougados, là, la juriste, elle nous indique que quand je prends ma voiture pour aller sur l'autoroute, si je tombe en panne, j'appelle l'assistance. Mais si je ne tombe pas en panne, je n'appelle pas l'assistance. Donc là, c'est pareil. Une assistance est possible envers le stagiaire, donc il doit savoir vers qui se tourner en cas de difficulté technique ou pédagogique, mais cette assistance n'est pas obligatoire. Donc un stagiaire peut suivre un parcours à distance sans nécessiter. Un stagiaire peut donc suivre un parcours de formation à distance sans forcément avoir recours à cet accompagnement, à cette assistance. Donc, ceci dit, dans la pratique, on ne peut pas laisser des stagiaires complètement seuls et ne pas assurer à minima un suivi et un accompagnement minimum de leur progression dans le parcours. Enfin, le dernier point, ce sont les évaluations, puisqu'au sens de la loi, ce sont vraiment les éléments incontournables qui permettent de venir justifier de la traçabilité et de la réalité concrète de l'action de formation pour le stagiaire. Nous allons voir maintenant quels sont les documents obligatoires. Donc, comme je vous le disais, la procédure a été considérablement allégée. Le seul document obligatoire aujourd'hui, c'est donc la convention de formation qui est nécessaire pour le point d'information. Cependant, en pratique, on va toujours vous conseiller de vous appuyer sur l'un ou l'autre des documents suivants, issus donc soit de la circulaire de 2001, soit du décret 2014. Nous allons voir comment les mettre en œuvre et quels sont les intérêts à les mettre en œuvre. Donc le programme de formation. Donc, en 2014, le décret dit FOAD est venu indiquer que le document obligatoire à cette époque était le programme de formation nécessaire à la mise en œuvre de toute action de formation à distance. À partir du moment où il y avait une brique de formation à distance, qu'elle soit d'1 heure, 2 heures, 50 ou 200 heures, il était incontournablement nécessaire de rédiger un programme de formation. Donc, ce programme reprend les éléments que vous avez sous les yeux. Et notamment en ce qui concerne les moyens d'encadrement, il devait préciser les noms, qualités,
numéro de téléphone, mail, adresse mail des personnes qui étaient chargées d'accompagner, d'encadrer les stagiaires sur des plans techniques ou pédagogiques, et de préciser également les temps dans lesquels l'organisme de formation s'engageait à répondre aux sollicitations des stagiaires. On pouvait indiquer donc qu'en cas de problème technique, on pouvait joindre Jean-Louis Santonneau pour se dépanner sur l'accès à la plateforme Moodle, et Jean-Louis Santonneau s'engageait à répondre en 10 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures. Donc ça devait être précisé dans le programme de formation. De la même manière, le référent pédagogique sur une matière s'engage à répondre aux sollicitations des apprenants dans un délai qui a été fixé et précisé dans ce programme de formation. Donc on doit indiquer également tous les éléments nécessaires à la connexion, à la plateforme, s'il y a des classes virtuelles, quels seront les outils mobilisés, etc., etc. Donc c'est un document très complet qui vient donner un cadre très précis aux stagiaires sur le parcours à distance qu'il va suivre et sur les contenus du parcours à distance qu'il va suivre. Donc si on se place dans une logique de bonne pratique, on va conserver ce type de document en termes d'information et qui va aller au-delà un petit peu de ce que demande la loi, mais qui va permettre de pouvoir travailler, je dirais, en bonne entente avec les financeurs et rassurer les financeurs sur l'efficience et l'efficacité du programme de formation que l'on propose à distance. Donc ça reste, à mon sens, un document incontournable, même s'il n'est plus obligatoire au sens de la réglementation. Donc ce programme de formation, il précise la nature des travaux demandés aux stagiaires et le temps estimé pour les réaliser. Donc ça, c'était une des principales révolutions du décret 2014, c'est qu'on est venu préciser le temps estimé pour réaliser une action de formation à distance. Donc on en reparlera un petit peu plus tard, cette notion de forfait temps. En pratique, nous vous conseillons toujours de la mettre en œuvre et donc d'appliquer cette notion de temps estimé au parcours que vous allez proposer et dans une logique forfaitaire, c'est-à-dire que pour un même groupe d'apprenants, le temps estimé pour réaliser un parcours sera le même. Donc si j'ai un parcours sur la gestion de la paix qui dure 20 heures et que j'ai un groupe de 12 apprenants, tous les apprenants auront une durée estimée de formation à distance de 20 heures. Et ce, quel que soit le temps qu'ils mettront pour réaliser les activités. Certains mettront un peu moins des 20 heures, certains mettront un peu plus, mais c'est ce temps estimé qui fera foi, et c'est ce temps estimé qui sera facturé aux financeurs pour l'ensemble du groupe. Donc chaque individu, on pourra facturer les 20 heures de formation de la durée estimée de ce parcours. Donc ce programme reprend également les modalités de suivi d'évaluation et les moyens d'organisation d'accompagnement, on en a parlé auparavant. Le PIF, donc certes, beaucoup d'entre vous ont cet acronyme en tête, donc le PIF pour protocole individuel de formation. Alors c'était le premier document un petit peu réglementaire qui a existé à partir de la circulaire de 2001. Alors, il reprend les mêmes éléments que le protocole individuel de formation. La différence principale, c'est que ce PIF est un document contractuel, puisqu'il est signé par les 3 parties, à savoir donc l'organisme de formation, le stagiaire et le financeur, que ce soit l'employeur, l'OPCA, etc. Donc concrètement, à quoi sert-il? Donc là, pareil, c'est pas un document obligatoire, c'est un document qui va permettre quand même de border les choses, à savoir que lorsque vous sentez que vous êtes dans une situation qui peut être un petit peu délicate, avec une entreprise, avec l'OPCO, que vous devez vous assurer que les conditions seront réunies correctement pour que le stagiaire puisse suivre son parcours de formation à distance. Donc si cette formation à distance se déroule pendant le temps de travail, est-ce qu'il aura un local à disposition dans lequel il pourra travailler au calme? Est-ce qu'il aura un PC avec une connexion Internet, avec un casque éventuellement pour suivre les vidéos? Voilà, ça vous permet de venir indiquer dans ce document clairement quels sont les engagements de chaque partie, et à partir du moment où il y a une signature qui permet à chaque partie de formaliser ses engagements, ça vous permet d'avoir un document qui va faire foi auprès des uns et des autres pour vous prémunir des mauvaises surprises qui pourraient se manifester en cours de parcours. Donc, le stagiaire s'engage à réaliser les activités qui lui sont proposées en respectant les échéances qui lui sont proposées. L'employeur éventuellement s'engage à mettre à disposition tels éléments matériels, à libérer le stagiaire sur des
sur des temps pour participer à une classe virtuelle, par exemple, sur des temps de travail pour participer à une classe virtuelle, etc., etc. Ou ça permet également, là on n'est pas encore, je pense, dans notre académie à ce niveau-là, mais ça permet de jalonner le parcours sur des parcours qui seraient des parcours longs à distance, donc qui s'intéressent sur des parcours diplômants sur une année. Ça nous permet effectivement de scinder le parcours avec des jalons, donc à chaque fin de module ou à chaque fin de mois. Donc ça peut être notamment intéressant en termes financiers pour s'assurer que si un stagiaire quitte une formation longue en cours de route, on puisse justifier des productions réalisées pour les 3 premiers jalons, admettons, les mois de septembre, octobre ou novembre, et facturer quand même à l'employeur donc ce temps de formation effectué, même si le stagiaire a quitté son parcours en cours de route. Alors, comment justifier de l'action de formation? Donc, je reviens sur cette estimation de la durée. Donc, vous voyez ici en fonction de quels éléments les concepteurs, donc les formateurs qui vont créer les parcours de formation, vont devoir estimer la durée nécessaire pour réaliser des activités. Donc c'est cette durée estimée, je le rappelle, donc dans cette notion de forfait temps, qui va être le maître étalon pour la facturation et la durée du parcours qui est prescrite à l'apprenant, au stagiaire. Comment justifier de la réalité de l'action de formation à distance? Donc tout à l'heure, quand on a parlé des 3 conditions cumulatives, donc je vous rappelais que le dernier élément, c'était les évaluations. Donc effectivement, en premier lieu, on a les évaluations qui viennent ponctuer ou jalonner le parcours, hein, on l'a dit avant. On peut avoir aussi à chaque fin de module ou à chaque jalon une évaluation globale. Donc cette évaluation va être un élément de preuve. Mais on va aussi s'engager à pouvoir produire, là aussi, ce n'est pas la loi qui nous le demande, mais ça fait partie des bonnes pratiques, on va conserver les justificatifs qui permettent d'attester de la réalisation des travaux. Ça signifie par exemple que si je donne un ensemble, une activité qui va être s'appuyer sur une combinaison de ressources, que ce soit des documents texte, des documents vidéo, une étude de cas réalisée, et pour laquelle j'attends une production écrite du stagiaire, sous une forme de synthèse, cette synthèse écrite, je vais m'assurer d'en conserver une trace, puisque c'est elle qui viendra justifier que le stagiaire a réalisé cette activité dans la durée estimée qui était prévue. Donc, si par exemple, j'ai estimé que pour visionner la vidéo, il me fallait 20 minutes de temps, pour lire les documents ressources et les consignes de l'étude de cas, il me fallait également 20 minutes, et que pour rédiger ma synthèse, il me fallait également 20 minutes. Donc, je suis à une durée estimée de 1 heure, et c'est cette durée estimée d'1 heure qui sera donc facturée dans le parcours. Donc je dois justifier 7 heures d'activité au travers, finalement, de la synthèse écrite. C'est la preuve que le stagiaire, en ayant réalisé cette synthèse écrite, a consommé les 20 minutes de visualisation de la vidéo et consommé les 20 minutes de consultation des documents ressources. On va également être en mesure de donner de justifier des informations et des données liées à l'accompagnement, donc s'il y a des échanges de mails, s'il y a des rendez-vous pris dans le cadre de l'accompagnement avec le stagiaire, que ce soit des rendez-vous téléphoniques ou des rendez-vous en visio, on va conserver une trace, soit au travers des agendas, au travers des échanges de mails, des convocations, des captures d'écran lorsqu'il y a une visio, d'une signature de documents par l'un et l'autre des parties indiquant que l'on a bien participé, soit en tant que stagiaire, soit en tant que formateur, à un rendez-vous de suivi, etc., etc. Donc, c'est un ensemble de preuves, d'éléments que l'on va conserver pour toujours être en mesure de justifier que les stagiaires ont bien réalisé leurs activités les productions nécessaires à la progression dans leur parcours, et également les éléments qui nous permettent de justifier de l'accompagnement qui a été mis en œuvre et déterminé par l'organisme de formation. Au-delà de la convention de formation, qui est le seul élément obligatoire dans l'information du stagiaire, le seul document qui vient justifier de la réalité de l'action de formation, et c'est un document donc également obligatoire, c'est le certificat de réalisation. Au travers de ce document, l'organisme de formation va attester de l'assiduité du stagiaire dans son parcours de formation, c'est-à-dire que le stagiaire a réalisé toutes les activités qui lui avaient été proposées dans son parcours de formation à distance,
qu'il a respecté les échéances qui étaient fixées. Ce document, ce certificat de réalisation, c'est l'engagement de l'organisme de formation auprès du financeur, lui indiquant que tous les objectifs qui avaient été fixés ont été atteints par le stagiaire. C'est donc ce document qui va permettre de déclencher une facturation, puisque c'est celui qui atteste de la réalisation du parcours de formation à distance. Ce document est donc obligatoirement fourni au financeur de la formation et, le cas échéant, le financeur pourra demander à l'organisme de formation les preuves plus précises pour un stagiaire ou pour un groupe de stagiaires, à savoir tout ce que l'on vient de dire dans la slide précédente, tous les éléments de preuve. L'organisme de formation doit s'engager à conserver légalement tous ces éléments, toutes ces preuves pendant une durée d'au moins 4 ans, et pour des dispositifs plus spécifiques, ou notamment liés des fonds FSE, pour une durée de 10 ans. Donc on ne donne pas, je rappelle, on ne produit pas, on ne transfère pas aux financeurs toutes les traces du parcours de formation, toutes les productions du stagiaire, a priori, donc dès qu'il a terminé son parcours. On les conserve pendant au moins 4 ans, et en cas de demande du financeur ou en cas de contrôle, on est en capacité de les produire puisqu'on les a archivés pendant au moins 4 ans. Donc ces relevés de connexion, les temps de connexion de plateforme, je le rappelle, ne sont pas un élément probant, c'est bien la traçabilité des productions qui concourt à justifier l'assiduité du stagiaire et qui donc permet de produire le certificat de réalisation. Et donc la durée estimée de la formation, ça ne va pas être le temps de connexion du stagiaire, mais c'est bien la durée nécessaire à la réalisation des activités qui sont proposées. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous proposons de vous reporter d'une part au guide des formations multimodales publié par le FFFOD, nous vous donnerons le lien en pièce jointe, de vous reporter également au lien que nous vous indiquerons vers les décrets cités, et enfin, de vous reporter aux documents ressources que nous avons joints, en exemple, un programme de formation, un protocole individuel de formation et un certificat de réalisation.